Bonjour et bon vendredi à tous ceux qui nous suivent présentement. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le dernier numéro de la semaine de Bonjour le Faso. Alors, bienvenue encore à ce numéro. Cette semaine, vous le savez, depuis lundi, on vous parle du musée de l'eau de Moutili. C'est situé dans le village de Kouandaï. C'est un musée à ciel ouvert qui rend hommage à l'eau et qui valorise en fait l'aspect matériel et immatériel avec l'eau. Le promoteur de ce musée, c'est M. Alassane Samoura. Et donc, aujourd'hui, on vous proposera le récapitulatif des témoignages qu'on vous a proposés tout au long de cette semaine. Et puis, aujourd'hui, pour la revue de presse, nous serons avec Elhaj Amadé Soro qui va partager l'information avec nous. Et dans la rubrique Invité du jour, nous recevons un jeune écrivain qui est là, qui sera là pour nous présenter notamment son œuvre intitulée Très tôt dans la tombe. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi ça parle? Ça sera tout à l'heure. Et plus tard aussi, on aura des chroniques comme sécurité routière, comme les rendez-vous du week-end pour terminer l'émission. Alors, merci de bien vous installer, confortablement d'ailleurs. Et on démarre tout de suite et maintenant avec la première rubrique, c'est à la découverte 2. Et pour la rubrique à la découverte 2, nous nous dirigeons à Moutili, dans le village de Kouanda, plus précisément au centre du musée de l'eau de Moutili, pour découvrir encore l'aspect matériel et immatériel avec l'eau. On n'a pas de grands bassins versants qui retiennent les quantités d'eau énormes qui tombent. Et ça coule sur d'autres pays et c'est dommage pour notre pays. Et c'est un peu ça la difficulté. Le musée de l'eau n'est pas un musée privé, c'est un musée associatif, beaucoup plus dans sa forme d'association. Elle travaille à ce que l'eau soit perçue comme une forme communautaire de gestion intégrée au niveau des populations. Donc c'est un musée associatif. Donc d'abord c'est parti d'une idée personnelle, mais nous sommes allés sur la base associative pour nous donner un peu plus de chance d'étendre un peu notre réseautage avec d'autres personnes ou d'autres musées. Et c'est pour ça que le musée existe. Alors le musée, j'allais dire qu'il est plein de difficultés. La première difficulté que nous avons, c'est les questions du financement. Nous n'avons pas de financement, c'est extrêmement difficile pour nous. Avant, on avait même des visites, mais malheureusement, avec les deux situations qu'on a connues, le terrorisme et la Covid, ça a diminué un peu nos visiteurs. Et ça fait qu'on n'a pas un taux de fréquentation très élevé, mais quand même on en reçoit. On en reçoit de temps en temps, surtout les week-ends. Il y a beaucoup de familles qui viennent nous rendre visite au niveau du musée. Donc la première difficulté, c'est la difficulté financière. On n'a pas de mobilisation de ressources financières. La deuxième difficulté qu'on a, c'est notre espace qui est convoité par des personnes qui sont rentrées dedans et qui nous ont découpé 2 hectares sur lesquels nous sommes en train de... Nous querellons actuellement en justice pour cette question. Ils sont venus nous prendre 2 hectares sans motif, j'allais dire avec des papiers qui ne s'y est pas. Et nous pensons que nous allons combattre cette action-là. C'est d'abord un patrimoine culturel. Et si des gens viennent pour en couper de l'espace avec la bénédiction des services de l'environnement de Samba pour dépecer des espaces ici, et des arbres de plus de 10 ans, de 15 ans pour les revendre à des gens et occuper l'espace pour morceler et vendre à des immobiliers, moi je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on voit de près, quoi. Donc on ne peut pas donner raison à des gens qui pensent que la vente des parcelles, c'est le sport le plus favorisé qui permet d'avoir de l'argent. La culture est au-dessus de toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'il faut dénoncer et c'est ça qu'il faut combattre. Nous avons, depuis octobre, confronté à ce genre de problème et nous n'allons pas baisser les bras parce que nous allons continuer à mettre le combat, même si ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous allons mener le combat parce que c'est le combat qui va être mené. Les doléances qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment que au niveau du peuple burkinabé, qu'on comprenne que ce musée, c'est d'abord un musée du Burkina Faso. C'est le seul musée qu'on a de l'eau en Afrique, plus celui du musée du roi du Maroc. Nous sommes les premiers dans la sous-région, même en Afrique.
Nous avons besoin que les gens aient un regard attentif sur le musée. Regard attentif, ça veut dire quoi? C'est d'intéresser, c'est d'apporter leur contribution. Qui pour une citation, qui pour un bidon d'eau, qui pour, bon, je ne sais pas, pour un objet en rapport avec l'eau, c'est toujours une contribution énorme. Donc le musée, c'est ça. Il faut qu'on fasse de ce musée un patrimoine national. C'est ça le plus important pour nous, qu'on comprenne que ce n'est pas un musée d'un individu ou d'une seule association, c'est d'abord un musée national, un patrimoine national burkinabé que nous devons porter tous vers la culture du donner et du recevoir. Voilà un peu ce que j'ai comme message à donner à mes compatriotes, aux décideurs, aux hommes de culture, parce que c'est important qu'on se batte pour que ce musée puisse rayonner. Le musée est situé à Moutili, dans un quartier qu'on appelle Moutili, dans le village de Kouanda, non loin de la grande voie de contournement, qui est en train d'être faite. Et les conditions d'accès, nous sommes ouverts tous les jours, mais généralement nous sommes ouverts aussi à la demande. Et les conditions d'accès, c'est que les gens peuvent venir. Nous ne sommes pas sur des questions de tickets d'entrée, ce n'est pas le plus important pour nous. Parce que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre ensemble et qu'est-ce qu'on peut développer ensemble. Et souvent, ces contacts-là sont plus importants que le prix d'un billet d'entrée au musée. Quand on a un visiteur qui, après, peut nous faire des contacts pour nous permettre de faire des levées de fonds ou bien entériner certains projets, je pense que ça, c'est plus important que les tickets d'entrée, quoi. Et puis, bon, les tickets d'entrée, vous savez que les musées, ce n'est pas ça qui va faire grandir un musée. Hein. C'est un peu une goutte d'eau dans la mer. Donc, musée ouvert à tout le monde, parce que c'est un musée de l'eau, c'est le musée de la vie. Et comme tout le monde boit de l'eau, nous invitons tout le monde à venir visiter le musée et apporter le musée. L'eau est éternelle, oui, l'eau est nécessaire. L'eau, c'est ce liquide précieux-là, qu'on doit préserver tout simplement. Vous écoutez à l'instant le témoignage de M. Alassane Samoura du musée de l'eau de Moutili. Et puis, on a décidé de vous parler de ce musée donc, à travers la chronique à la découverte de. Pour la cité d'élite, on va maintenant s'informer dans la Et nous recevons aujourd'hui Elhaj Amadé Soro pour l'information. Bonjour Elhaj. Bonjour Ableta. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien. Les titres d'abord. Absolument. Et nous commençons avec le journal Le Pays, à la une du pays. École doctorale vient à votre signe du zodiaque Popuri. Commune de Ouaga, un directeur d'école vide tous les vivres de la cantine de son établissement. Curieux quand même. Activité économique au deuxième trimestre au Burkina, les recettes et la production au rouge. Production des manuels scolaires, les éditeurs pour la fin du monopole de l'État. Actu Sport, 3 nouveaux qualifiés pour la CAN 2025 connus. La CAMEG, le certificat ISO 9001-2015, une preuve du succès de sa mutation en société d'État. Mystère psychique et spirituel, développez votre pouvoir mental et vous impacterez le monde selon Roch Bakiono. Et nous poursuivons avec aujourd'hui au Faso, à la une donc d'aujourd'hui au Faso rectificatif, projet de budget exercice 2025 en lieu et place de 3193 milliards de francs CFA de recettes, considéré 3129,8 milliards de francs CFA conformément au compte-rendu du Conseil des ministres. Fin des campagnes électorales des législatives au Sénégal, réglage, défis et enjeux avant bataille. Référendum constitutionnel du 16 novembre au Gabon, cherche qui pour régime présidentialiste fort. Piraterie des manuels scolaires, l'association des éditeurs du Burkina Faso tire la sonnette d'alarme. Contribution au fonds de soutien patriotique, les religieux burkinabés de New York contribuent à hauteur de 10 millions de francs CFA. Santé,
la mission médicale chinoise CADOT, l'université Thomas Sankara de kits médicaux Mika, Mara, MEF, rappel de l'interdiction d'exportation du nébier et céréales. Coopération, le grand chancelier des ordres nationaux du Niger chez le président du Faso. Et nous continuons cette fois-ci avec le doyen des quotidiens au Burkina Faso, l'observateur Palga, à la une de l'Obs, Dominique Bourema Sisso, décès du président de l'Aldro. Pratique de l'information dans une société en mutation, 50 communications sur le chemin de fer. Une lettre pour l'AE SN Sosico, le sucre de la nationalisation vire-t-il au vinaigre? Cortège de mariage à Ouaga, désormais limité à 10 véhicules. La cathédrale cimetière des évêques, rénovation théâtrale de l'amitié, théâtre de l'amitié de Bobo, la polémique n'a pas lieu d'être. L'ancien PM Albert Ouedraogo fait docteur honoris causa. Gestion du foncier, les acteurs se concertent pour une meilleure prise en charge. Burkina-Sénégal 0-1, la faute par la maladresse. Nous poursuivons cette fois-ci avec l'Express du Faso édité à Bobo du Lasso, à la une de l'Express campagne de commercialisation primaire du coton. Top départ donné à Dandé pour la région cotonnière de Bobo. Groupe scolaire Notre-Dame de l'Annonciation de Colman, les meilleurs élèves de l'année scolaire 2023-2024 ont reçu des prix. Autant le dire, budget de l'État, les Burkinabés pouvaient faire mieux malgré le contexte. Journée et prix de la qualité 2024, la qualité et l'optimisation des ressources au service de la résilience de l'économie. Vrai ou faux, les mots autour de la vente de 150 hectares à Tienne-Pény, les véhicules de cortège de mariage limité à 10 Awara, rappel de l'interdiction d'exportation de céréales. Et nous continuons avec Sidoaya, le journal de tous les Burkinabés. À la une de Sidoaya, inhumation de maître Titenga Frédéric Passéré, ultime audience à Manega. Le président de l'ALT au Burkinabé d'Arabie Saoudite, il y a de l'espoir pour notre pays. Chronique Burkina Faso, le Phoenix. Audience présidentielle. Les ministres chargés de la transition digitale de l'AES font le point au chef de l'État. Le grand chancelier des ordres nationaux du Niger chez le président d'IFASO. Journée nationale de la qualité, promouvoir la qualité pour satisfaire le client. Information et communication des professionnels se concèdent pour une meilleure pratique. Université Joseph Kizerbo, 23 anciens désormais maîtres de conférences. Conflits hommes-animaux sauvages, des victimes dédommagées à plus de 79 millions de francs CFA. Nouvelle du front, la ville de Gaïri, ravitaille, élimination Cannes 2025. Burkina Faso, Sénégal, 0-1. Défait, les étalons perdent le leadership du groupe L. Dommage. Oui. Et nous terminons avec le quotidien au Faso, donc au Faso bien sûr, le quotidien aux journées mondiales de lutte contre le diabète. Le message du ministre de la Santé, Robert Kagou. Ousmane Tapsoba, président de l'ANACOMB, c'est l'économie qui peut mener et soutenir une guerre. Université Thomas Sankara, une mission médicale chinoise offre des matériels médicaux dignes d'intérêt. Vandalisme des cages flottantes de Bagré, le ministère met en garde les auteurs. Plainte du CSC contre Joliba TV News, l'homme politique malien Issa Kaoundjim arrêté à Bamako. Cyclisme féminin, la Moussa Zongrana remporte le Tour du Burundi-Bouaké. 2 malfrats impliqués dans un vol de plus de 50 millions de francs CFA interpellés. Merci beaucoup Elage pour ces titres. On revient sur un sujet principalement aujourd'hui parce que vous êtes auteur et donc ce livre, sinon cette chronique doit paraître à partir de demain puisqu'il y aura la dédicace AES, chronique d'une audacieuse marche. C'est justement votre ouvrage. Absolument. Demain, samedi 16 novembre, au Litako Gouma, vous allez donc faire la dédicace. Okay. Pourquoi ce livre?
Oui, Abzeta, il faut donc dire que en tant que journaliste, il est important de documenter les événements. Parce qu'un événement qui n'est pas documenté à temps peut être problématique par la suite. Parce que vous savez que dans le domaine de la science, dans le domaine de la recherche, les champs sont répartis. Il y a des historiens qui s'intéressent plus aux actions, aux événements du passé. Tandis que les journalistes s'intéressent plus aux événements du présent. Maintenant, comment trouver un pont entre les événements du passé, du présent, pour faire ce qu'on appelle une mise en perspective pour l'avenir. Oui. Parce que nous avons coutume donc de laisser nos activités, nos événements. Je ne sais pas si la régie peut nous trouver une image du livre. Du livre. Voilà, okay. Je ne sais pas. De toute façon, c'est demain donc la semaine de dédicace. Et nous allons donc voir, expliquer à ceux qui vont donc participer à cette cérémonie le pourquoi de ce livre. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons l'habitude de laisser notre histoire écrite par les autres. Et c'est l'occasion pour nous donc de faire d'abord, rendre un hommage à ces trois dirigeants visionnaires, le président, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tamé, quand on écrivait les livres, n'était pas encore général, c'était Assimi Goïta, et bien sûr le général Abdelrahmane Tiani, du Burkina Faso, du Mali, du Niger. Parce que, pourquoi le titre « Une audacieuse marche » Parce que si vous voyez le contexte dans lequel ces trois dirigeants ont lancé l'AES, la Confédération, l'Alliance, puis la Confédération, c'est vraiment contre vents et marées. Parce que il y a d'abord eu le contexte de l'insécurité qui a duré plus d'une décennie. Et par la suite, il y a eu cette hostilité, d'abord sous-régionale, ensuite régionale, puis internationale. Vous avez vu tout ce qui a été fait après le deuxième coup d'État du Mali, l'embargo sur le Mali, les souffrances de la population, lesquelles souffrances ont été donc causées par cet embargo, par ce gel des avoirs, des sanctions qui n'étaient même pas inscrites dans les textes de la CEDEAO. Parce qu'il y a des forces extérieures qui poussent en fait la CEDEAO, qui poussent les Africains à se tourner les uns contre les autres. Donc, c'est d'abord pour expliquer dans quel contexte l'AES a été créée. Ils ne se sont pas levés comme ça parce que voilà, ils ont fait un mauvais rêve ou un cauchemar, ils disent, nous allons créer l'AES. Non, c'est parce que c'est la situation sécuritaire, c'est l'incapacité, pour ne pas dire l'échec des forces étrangères, multinationales qui étaient stationnées. Vous prenez par exemple le Mali, il y avait la MINUSMA, il y avait Barkhane, il y avait, comment on appelle ça, Takuba, etc. Plusieurs forces étrangères qui étaient là et le terrorisme ne faisait que se développer. Donc c'est ce constat-là qui a amené ces trois dirigeants à effectivement à passer à l'étape de la création de l'AES. Bien sûr, on ne va pas expliquer tout le livre ici, bien sûr. Mais quels sont les grands thèmes ou sujets abordés dans ce livre? En fait, comme vous l'avez dit, on ne va pas dévoiler le contenu du livre, mais on va essayer donc de... Parce que moi j'aime ce qu'on appelle la conceptualisation. Oui. Pour ne pas écrire parce qu'on veut écrire. Parce que quand on conceptualise, on se base sur des faits et on part vers une théorisation des actions posées au quotidien. Alors vous allez voir qu'il y a plusieurs chapitres, nombre de 8. Okay. On a d'abord fait un préambule pour expliquer les actes, puisque c'est un essai géopolitique et géostratégie. Voilà. Quand on parle de géopolitique et géostratégie, ça veut dire que c'est l'ensemble des actions qui sont menées par les États dans leurs rapports quotidiens. Souvent, ce sont des rapports marqués par une domination. Vous allez voir que les grandes puissances, les pays les plus forts, ont tendance à dominer les plus faibles. Et vous allez voir que ce sont des buts, des objectifs qui les amènent à se comporter ainsi. Soit c'est pour faire main basse sur les ressources naturelles, soit c'est pour avoir des débouchés pour leurs propres produits locaux. Parce que nous savons très bien que l'Afrique n'est pas assez industrialisée. Et l'Afrique a assez de matières premières. Et qu'est-ce que les grands pays font? Comme c'est eux qui viennent se ravitailler au niveau de l'Afrique avec nos matières premières, et ils repartent maintenant mettre de façon
dans une démarche d'industrialisation et ils nous reviennent maintenant revendre ces produits-là à 1000 fois plus cher, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord expliquer les potentialités de chaque région, qu'est-ce que l'Afrique a, qu'est-ce que les autres ont, et comment est-ce que nous pouvons outrepasser cette relation basée sur, voilà, très bien, cette relation basée sur alors, la domination, sur la rivalité, tout en sachant que, puisque dans le livre, on a convoqué les théories qui expliquent, n'est-ce pas, les relations internationales. Voilà, il y a la théorie donc idéale, il y a la théorie réaliste, etc. Donc, ce sont des théories qui ont été à la base de la conceptualisation de la doctrine des relations internationales. Et vous allez voir que la plupart des grands pays, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez m'amener à dévoiler le contenu du livre. Voilà pourquoi justement, je parlais du grand thème. Voilà. Si ça parle de la politique, des coopérations, c'est vraiment mieux de donner des grands points pour éviter, par exemple, c'est ce qu'on appelle le principe des 3D. Okay. Ça, c'est la défense, la diplomatie et le développement. Okay. Et ça a été bien sûr évoqué par les 3 chefs d'État lors de leur réunion au niveau donc de Niamey. Mais après ça aussi, nous on a essayé de conceptualiser. J'ai parlé par exemple des 3 M. Voilà. Okay. Oui, 3 M c'est quoi? Alors c'est la mobilisation populaire, c'est le matraquage médiatique et c'est les médiations sans frontières. Okay. C'est-à-dire que ces 3 pays-là, ce sont des concepts que j'ai créés pour donner en tout cas un contenu scientifique à la démarche. Voilà. Donc j'invite les uns et les autres à lire le livre pour ne pas... En écrivant ce livre, c'est quoi votre objectif? Voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est d'abord pour documenter nos faits et gestes, les faits politiques, etc. Pour que par la suite, on ne vienne pas travester l'histoire. Parce que c'est par le passé, on a vu comment, si vous voyez comment la première, la deuxième guerre a été racontée, vous allez voir que le plus souvent, on tombe des nues. Entre ceux qui ont vécu la chose et puis ceux qui racontent après. Et vous allez voir par exemple que les Africains ont joué un grand rôle dans la libération de la France. Mais quand dans les rapports, ça ne sort pas. On a tendance, n'est-ce pas, à éluder le rôle que certains ont joué dans notre propre histoire. Donc c'est à nous maintenant d'écrire notre propre histoire. Pour dire, voilà, nous avons vécu la chose de l'intérieur et ce sont, n'est-ce pas, les mêmes acteurs ou en tout cas les mêmes observateurs qui ont essayé donc de... Et comme c'est un livre qui est contemporain, qui est là, ceux qui peuvent contester ou dire le contraire sont aussi invités à écrire. Et à ce moment, il y aura une confrontation d'idées, à savoir si ce qu'on a dit c'est faux ou bien c'est vrai. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci bien. Donc on rappelle que la dédicace c'est demain à partir de quelle heure? À partir de 9h. De 9h. Au Litako Gourma, qui est situé sur l'avenue Kwame Nkrumah, vers le commissariat central. D'accord. Voilà. Vous êtes invité. Bien sûr, ainsi que l'ensemble frères de la presse aussi. Absolument. Et c'est sûr que beaucoup. Et nous tenons donc à remercier le ministre d'État de la Communication, qui est le préfacier de l'œuvre. Également le président de la cérémonie, Elhaji Mahamadi Bangré Ouedraogo, qui est le président de la délégation régionale de la Chambre de commerce de Ouayouya, du Nord. Et bien sûr, on ne peut pas oublier la caution morale. Hein? Et là, j'ai Boubacar Sidnaba, voilà, qui est dans notre caution morale, le PDG. Chaque activité que nous menons, il est derrière pour nous conseiller. Voilà, sans oublier bien sûr le président de la cérémonie, qui est Elhaji Moussa Kwanda, et c'est le parrain qui est Elhaji Mahamadi Bangré Ouedraogo. Elhaji Moussa Kwanda, qui est donc le président de la cérémonie et qui est le PDG de Faso Énergie et président de la communauté musulmane du Burkina Faso. Sans oublier bien sûr notre ami qui a été un grand soutien pour l'édition du document, Elhaji Moustapha Tidga, PDG de Golf Tour. Et bien sûr l'ensemble des confrères. Je n'oublie pas bien sûr mon binôme, Elhaji Ismaël Arabo, qui a bien sûr le directeur de l'information de Savane Média, qui a corrigé les documents, qui l'a relu et qui a apporté en tout cas sa touche particulière à la version finale du document. Donc toutes ces personnes reçoivent ma gratitude et mes remerciements. Amen. Merci bien. Merci. On va maintenant tourner dans quelques vides d'affaires pour découvrir les coups. Nous recevons aujourd'hui M. Joël Ouedraogo. Il est auteur du livre Très tôt dans la tombe. Bonjour à vous, M. Ouedraogo. Bonjour à vous. Bienvenue.
Merci bien. Alors, on redécouvre ce livre intitulé Très tôt dans la tombe. On voit déjà même la couverture est sombre. Hein. Ça a été votre choix? Oui, ça a été mon choix. Et je pense que lorsque je faisais la maquette, le designer m'a retourné ça. Puis on voit forcément une tombe, on voit, c'est quoi, c'est l'horloge qui s'arrête. Qui s'arrête, voilà, c'est tombé, c'est cassé, voilà. Ça s'est arrêté. C'est quand, puis c'est caricatural, quand on voit que l'horloge s'est cassée, en temps normal, l'horloge se gâte. Si c'est cassé, ça veut dire que le temps s'est arrêté avant l'heure, qui justifie le titre Très tôt dans la tombe. D'accord, on comprend bien. Alors, on va faire plus connaissance avec vous. Je rappelle que vous êtes, on va dire, scientifique de formation, parce que vous avez un bac D, ensuite une licence en macroéconomie. Donc, vous n'êtes pas littéraire à la base. Non. Mais d'où vous vient l'inspiration pour l'écriture alors? Ok, il faut dire que je suis scientifique, mais j'adore la lecture. J'adore trop la lecture. Et avant la classe de terminale, j'avais lu plus de 20 livres. Voilà, donc j'aime trop lire. Et quand tu aimes lire, forcément la passion va venir de là-bas. Vous avez envie aussi de raconter des histoires. Oui, j'ai envie de raconter. À force de lire, tu découvres des histoires et tu comprends jusqu'à quel point les gens peuvent aller au-delà de l'imagination pour faire sortir un livre vraiment intéressant. Voilà pourquoi aussi, quand tu lis, ça t'amène aussi à vouloir penser, faire la même chose. Et ça m'a envoyé vraiment sur la voie de la littérature. Et je pense que les gens seront vraiment servis. Quand on lit le titre Très tôt dans la tombe, déjà c'est un titre qui peut faire peur à certains. Je me demande bien qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre. Pour ce livre, la petite histoire est que c'était lors d'un après-midi. Voilà, j'ai eu à causer dans un restaurant avec un vieux et on parlait justement donc de la mort prématurée d'un jeune dans le dit quartier. Et dans la discussion, je me suis posé la question, j'ai dit mais je n'arrive pas à comprendre parce que cette jeunesse-là, c'est la période de la vie où on est censé vraiment fleurir, on est censé vraiment prendre, comment on appelle ça, vivre, croquer la vie à plein dents comme on le dit. Mais si, au lieu de ça, on remarque que ce sont les jeunes qui meurent trop tôt, j'ai voulu donc m'interroger sur les causes sous-jacentes à cette tragédie humaine-là. Et là, le vieux qui était en face de moi m'a clairement mentionné 3 éléments qui pourraient justifier donc cette départ prématuré de la jeunesse. Et la première raison, c'est le manque de respect du droit d'aînesse. Voilà. Et la deuxième raison, c'est le vagabondage sexuel et autres liés à l'alcool et autres. Et la troisième raison, qui est encore plus dramatique, c'est la recherche effrénée, vaille que vaille, de la richesse par tous les moyens, que ce soit les moyens frauduleux ou par les moyens mystiques. Ah oui. Donc, il fallait que vous retraciez ce livre. Alors, on va l'aborder. Déjà, au chapitre 1, il y a l'historique et l'évolution. Donc, l'historique et l'évolution de la mortalité chez les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, cette historique, parce que pour pouvoir parler donc de la mortalité, il faudrait remonter au niveau de l'histoire pour voir depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant, quelles sont les causes au fil du temps qui causaient la mortalité de l'homme en général et en particulier la mortalité de la jeunesse. Et quand on remonte cette historique, on voyait que jadis, c'était principalement des maladies comme la peste, la varicelle, la rougeole et autres, voilà, qui causaient la mort prématurée. Et au fil du temps, quand on monte jusqu'à la découverte des vaccins et autres, on a vu que les causes de la mortalité ont changé. Certaines maladies qui étaient bénies jadis ne sont plus bénies. Et à partir de cet instant, donc, on a eu les guerres qui justifiaient donc la mortalité de l'homme. Et au fil du temps, on est allé dans la nouvelle génération où l'homme a commencé à inventer les moyens de déplacement comme avions, voitures et autres. Et là, les accidents sont rentrés en ligne comme cause de mortalité jusqu'à la découverte donc des maladies sexuellement transmissibles et autres qui causaient la mortalité. Voici un peu un résumé de l'historique pour ce qui est donc de l'historique. Donc vous êtes parti des raisons de la mortalité d'avant jusqu'à nos jours. Ouais.
Alors, le chapitre 2 parle de droit d'aînesse dans les sociétés modernes. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit à ce sujet? Pour ce sujet, j'ai eu à mentionner quelques éléments, dont donc le non-respect du droit d'aînesse. Quand on le parle aussi dans ce sujet, j'ai eu à parler, briefer un peu de l'histoire. Dans les sociétés anciennes, on remarquait que c'était les aînés qui prenaient les décisions. Le droit d'aînesse était accordé à ces aînés-là qui dirigeaient la société avec sagesse. Et au fil du temps, avec la globalisation et l'urbanisation de nos villes, on s'est rendu compte que cette place de l'aîné est mise en cause, n'est plus respectée comme vous avez dit. Et dans nos sociétés, nous allons voir qu'il y a un phénomène qui vient en avant, hormis cette sagesse-là, qui est la richesse matérielle, la richesse financière. Et à partir de ce moment, on voit qu'il y a un blocage. Parce que quand cette jeunesse se met à prospérer, vous êtes sans surprise que dans certaines familles, quand il y a un problème, au lieu d'en parler aux plus âgés, la plupart du temps, les gens préfèrent peut-être aller parler à celui qui peut mettre à table quelques millions. Oui, non, c'est une réalité de nos jours. Et quand c'est comme ça, cette sagesse-là se sent un peu brimée, frustrée, et ils se remettent en arrière-plan. Quand ils se mettent en arrière-plan, la jeunesse, qui d'habitude est une période où on ignore un certain nombre de choses. Voilà, quand cette sagesse se remet en arrière-plan et que la jeunesse prend les devants, c'est la catastrophe. Et c'est ça qui va peut-être causer la perdition de cette jeunesse-là. Oui. Alors, on continue au chapitre 3. L'argent est mieux que l'âge. Ouais. Qu'est-ce que ça, c'est veut dire? une suite logique du manque de respect du droit d'aînesse. C'est ça. Voilà. Parce que, qu'est-ce qui fait que les vieux sont de moins en moins respectés et considérés dans la société? C'est la richesse matérielle ou financière. Vous allez voir que de nos jours, il y en a plein, hein, des jeunes vraiment très très fortunés, que Dieu a bénis, qui ont eu l'argent, quel que soit le moyen, et ils ont vraiment des millions, et ils se permettent de faire tout ce. On dit aujourd'hui que l'argent est le pouvoir, l'argent est le nerf de la vie. Qui dit argent dit pouvoir, et la société est conçue de telle sorte que c'est celui qui a l'argent qui a les services les mieux mérités. On accorde la priorité aux plus offrants, et ça fait que quand c'est comme ça, les gens ont tendance à magnifier la réussite par rapport à la sagesse, et on ne considère plus cette place qu'ont les vieux dans nos sociétés. Ouais. Voilà, c'est ça la problématique. En fait. La problématique, l'argent est mieux que l'âge. Ouais. Alors, il y a un sujet aussi que vous avez abordé dans ce livre, vous l'avez annoncé même, c'est l'alcool et le sexe. Oui. Pour vous, ce sont des comportements à éviter parce que c'est risqué. Ce sont des comportements à risque. Et nous ne sommes pas sans connaître que c'est le problème, le mal actuel même de notre jeunesse. Parce que ce livre-là, c'est un livre d'actualité. Vous allez voir, quand on prend l'historique encore, les débits de boissons, sur chaque 100 mètres carrés, on a au moins un débit de boisson. Donc ça montre jusqu'à quel point la prolifération même des boissons alcoolisées est vraiment de plus en plus ample dans notre génération actuellement. Et aussi, quand vous voyez le côté sexuel aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de lui à Ouaga ici, à partir d'une certaine heure, on ne peut plus vivre en paix. Parce que vous allez voir des demoiselles qui défilent, qui se vendent comme du pain. Et ça, c'est dramatique. Et quand on combine ces deux, j'ai voulu relire ces deux thèmes. Ces deux thèmes, voilà, sexe et alcool, dans le même chapitre, parce que l'un est la cause de l'autre. Voilà, quand vous êtes à un certain niveau d'alcool, votre esprit se déconnecte et vous n'êtes plus sous contrôle de votre propre subconscient. Vous serez amené à faire des choses que vous allez regretter une fois que l'alcool va partir. Donc ces deux éléments sont liés. Et aujourd'hui, en abordant donc ces deux sujets au sein du livre, c'est quel message vous voulez faire passer à la jeunesse? Le message, c'est d'abord une sonnette d'alarme. On tire l'attention de faire vraiment dans la modération. Voilà. Moi, je ne dis pas de ne pas boire de l'alcool parce que souvent j'en prends. Voilà, mais dans la limite du possible, avec modération. Vous allez voir des gens qui s'asseyent dans un maquis de 8h jusqu'à 23h, ils vont finir 2, 3, 4 casiers de bière.
c'est très exagéré. Non seulement c'est très mauvais pour la santé, et en plus, ça peut causer des problèmes tels que les accidents en circulation en rentrant. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans l'actualité, récemment, il y a un animateur de maquis qui a poigné un handicapé qui est décédé. À l'heure, là, il a des problèmes avec la justice. Et il était en possession, en excès d'alcool. Alors, et plus loin, en continuant bien sûr dans ce chapitre d'alcool et sexe, vous dites aujourd'hui que les jeunes banalisent les relations sexuelles, banalisent la sexualité. Et ça peut être aussi une des causes qui peut les conduire très tôt dans la tombe. Oui, exactement. Parce que ça aussi, c'est une suite du chapitre précédent. Nous allons voir que de nos jours, le mythe qui est derrière le sexe a disparu, je peux dire ça comme ça. Voilà, parce qu'il fut un temps, quand nous on cause avec des personnes un peu plus âgées, ils disent, Zadis, vous pouviez faire la cour à une fille pendant près de 5-10 ans. Si tu as eu la chance dans ces 5 ans, tu vas juste l'embrasser. Mais aujourd'hui, vous allez voir que au bout de 2-3 semaines de relation, tout au plus 1 mois, s'il n'y a pas ce côté sexuel-là, chacun se cherche de son côté. C'est pour montrer jusqu'à quel point cette jeunesse actuellement a une perception encore plus erronée de la sexualité. Et sans vouloir vraiment trop accorder de l'importance à ce que c'est que l'utilité vraiment de la sexualité. Dans un premier temps, ce que la religion nous a dit, la sexualité c'est d'abord et avant tout pour la procréation. Mais aujourd'hui, cette jeunesse-là, notre génération, on met à l'avance le plaisir sexuel en lieu et place même de la procréation. Et c'est une chose vraiment qui est déplorable, qui est catastrophique. C'est une problématique sociétale qu'on doit souligner. Oui. Ouais. Alors, on va parler maintenant des pratiques mystiques pour obtenir de l'argent. Ouais. Parce que vous avez vraiment fait une part belle à ce thème-là aussi, les pratiques mystiques. Dans ce livre, avec le titre Traître dans la tombe, c'est le chapitre qui me plaît le plus. Voilà, c'est mon chapitre phare en fait. Parce que, voilà, c'est l'une des raisons vraiment de la mortalité directe de la jeunesse. Voilà. Pour ce chapitre-là, la recherche mystique de l'argent, là-bas la mortalité est presque 100%. Voilà, il n'y a pas même un demi de tout. Parce que nous voyons aujourd'hui cette jeunesse, au lieu donc d'entreprendre, au lieu donc d'aller pas à pas, il y a un motivateur chrétien qui disait le succès c'est suivre les étapes. Voilà, vous partez d'un point A vers un point B. Mais aujourd'hui les jeunes ne veulent plus suivre les étapes, les jeunes veulent sauter les étapes à la recherche de l'argent. J'ai vu mon voisin ou bien mon ancien promotionnaire qui a payé une voiture. Il me faut forcément cette voiture. Sans poser la question, comment cette personne est arrivée à payer la voiture, par quels moyens, quelles ont été les étapes qu'il a suivies, quelle est l'activité que cette personne mène. On va se lever maintenant en voulant chercher coûte que coûte l'argent et de bouche à oreille, en causant avec les gens, on va vous dire... il y a telle pratique. Souvent même, on les flatte. Voilà, si tu fais ça, tu vas avoir l'argent, tu vends ça, tu tues telle personne, tu vas avoir l'argent et ils vont se lancer dedans sans pour autant comprendre tout le contour du problème. Et à un moment donné, on va leur demander des choses qu'ils ne peuvent plus accomplir et c'est la mort qui va suivre. Et ça va être dommage. Ouais, très dommage. Vous avez pointé du doigt les réseaux sociaux aussi. Hein? Bien sûr. ça va de soi. Quand on prend depuis l'historique jusqu'à l'argent, la recherche effrénée de l'argent, on voit qu'il y a un élément déclencheur de tout ça. Voilà, parce que le réseau social, c'est un lieu où on expose presque du tout. Et surtout la richesse occulte. Parce que quand vous voyez la vie au niveau du réseau social et la vie en live, c'est carrément différent. Voilà. Dès que vous cliquez les pages seulement, on va vous montrer de belles voitures, des voitures de luxe, des montres à $1 million. En fait, les réseaux sociaux ne font que la promotion donc, du luxe, du matériel. Et quand on fait cette promotion du luxe, du matériel, la jeunesse va se résumer à ce que la réussite dans la vie soit résumée vraiment à ces matériels-là ou la réussite financière. Et c'est dans ça maintenant ils vont se lancer dans ces différentes quêtes. Et aussi, quand on parle du côté sexe-alcool, on voit que c'est plus sur les réseaux sociaux qu'on fait la promotion de ces deux éléments-là. Il y a aussi, et quand on voit aussi, c'est vrai que du côté de la télévision aussi, on voit souvent des clips vidéo ou à caractère sexuel. Qui fait la promotion donc du sexuel. Et vous allez voir que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de pages, notamment Instagram, où
le long du fil seulement, ce ne sont que des images à caractère pornographique, à caractère sexuel, qui incitent davantage la jeunesse à se plonger dans ce sombre chaos. Alors, vous avez parlé aussi des effets de la globalisation, de la mondialisation, si vous voulez, sur nos valeurs traditionnelles. Oui, ça c'est encore une suite du chapitre les réseaux sociaux. Voilà. Parce que ces réseaux sociaux ont causé une seule chose, c'est la globalisation. De telle sorte que si je suis au Burkina ici, je peux avoir accès à des contenus depuis la Chine, depuis les États-Unis, depuis l'Australie. Et quand c'est comme ça, on voit que l'éducation qui a été la base même de cette jeunesse-là a été transportée dans une autre culture. Et ça, on peut parler du dilemme des cultures. Parce que la culture chinoise est différente de la culture burkinabé. La culture burkinabé est différente de la culture américaine. Et dans les réseaux sociaux, on voit ce brassage culturel. Plusieurs types de personnes avec des cultures différentes se rencontrent. Et forcément, quand on dit rencontre, on dit forcément échange. Les gens vont s'échanger et lors de cet échange, ça va remettre en cause même cette sagesse, cette droit d'aînesse que les vieux avaient sur la jeunesse. Parce qu'on dit l'information est la clé, la connaissance est la clé. Si tu n'as pas connaissance de quelque chose et on te donne des ordres sur cette chose-là, tu es obligé de respecter. Je prends un exemple. Quand tu prends par exemple au niveau de la société africaine où on dit les jeunes filles et les jeunes garçons doivent forcément se respecter et ne pas aller dans les relations sexuelles hors mariage. Ça existe dans nos cultures africaines. Oui. Aujourd'hui, quand on voit la globalisation, le jeune est allé sur Internet, il a vu que deux jeunes s'embrassent, ils font tout ce qu'ils veulent. C'est une culture à part, c'est leur culture. Et revenu maintenant au niveau social, la personne va se poser la question, mais pourquoi moi, dans ma culture, on m'empêche de faire ça, alors qu'ailleurs, dans d'autres cultures, il y a la possibilité de le faire. Et ça devient un conflit intérieur et la personne, le monde intérieur domine le monde extérieur, la personne va virer vers le côté obscur. Donc il peut avoir impact. Voilà. Et comme pour la suite logique aussi de l'impact de la mondialisation sur les valeurs traditionnelles, vous avez parlé de l'éducation aussi, les défis de l'éducation en Afrique. Pour vous, quels sont ces grands défis-là? Ok, pour ces grands défis, je suis en train de travailler sur un livre qui va parler de ça, la réforme complète même de l'éducation en Afrique. L'un de ces premiers défis, c'est que nous sommes en déphasage donc, avec l'éducation actuelle. Nous voyons que toujours dans nos lycées, nous tous on est passé par là. On est en train de donner toujours des cours à la jeunesse qui datent de 2-3 siècles à l'arrière. Donc aucune actualisation sur les thèmes d'éducation. Tout ça, ce sont des défis de l'éducation en Afrique. Et aussi, quand on prend le cursus scolaire qui peut prendre jusqu'à 15 ans, moi je dis que 15-20 ans, c'est un gâchis. On doit trouver une formule pour pouvoir raccourcir ce temps d'études-là. Tout ça fait partie des défis de l'éducation en Afrique, sans compter les autres paramètres. Et aussi, l'un des défis majeurs aussi dans l'éducation en Afrique, c'est le manque de métiers professionnels. Alors, on amène l'enfant d'abord à être généraliste avant d'aller se spécialiser. Moi, je penserais qu'on devrait revoir ce côté-là. Et une fois les éléments de base acquis, on doit pouvoir amener l'enfant à choisir au moins 2-3 filières de base de métier dans lesquelles il va se lancer après pour se perfectionner. On va dire à quelqu'un de faire du CP1 jusqu'en 4e année, 5e, 7e année université pour devenir médecin généraliste avant donc de spécialiser peut-être en ophtalmologie ou autre. Je pense que c'est une quête de temps. Quoi. Donc, il y a des réformes à faire, des défis à relever et, au sein du système éducatif. Est-ce que la migration fait partie aussi des raisons qui amènent les jeunes très tôt dans la tombe? Oui, ça c'est un des éléments, des conséquences de la globalisation. Parce que vous allez voir que les chapitres se suivent. Oui, c'est ça. Avec la globalisation, parce que, on a dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Et après, je dirais qu'en 2024, il y a des jeunes aussi qui ont découvert l'Amérique à leur manière. Et quand ils découvrent l'Eldorado américain, l'Eldorado européen, ils vont vouloir forcément migrer. Et récemment au Sénégal, vous avez vu, il y a eu un drame qui s'est produit là avec près de 300 et quelques corps. Voilà, le bateau a chaviré en milieu de mer et 300 et quelques personnes sont mortes, voilà, sans aucun survivant. Et ça, ce sont des conséquences de l'immigration forcée. Voilà, il y a l'immigration légale. Moi, je ne parle pas de ça. Vous allez suivre les procédures normales, prendre le visa et immigrer légalement. Il y a des gens aussi, au lieu de suivre ces procédures normales-là, ils vont passer par des voies sombres
ou aller périr en Méditerranée. Et on a l'habitude de dire que la Méditerranée est une tombe océanique. Voilà. Et bien sûr, quand vous dites que le livre, les chapitres du livre en fait ont des liens, vous terminez naturellement par le développement d'initiatives pour permettre aux jeunes de rester chez soi et de réussir. Exactement, parce que quand on remarque, il y a un phénomène récemment, les 10 dernières années, qui encourage en Afrique, vous allez voir la prolifération des coachs en développement personnel. Voilà, des gens qui font vraiment la promotion du livre, de la lecture, de l'entrepreneuriat. Ça, ce sont d'abord des initiatives qui existent et qui peuvent pousser la jeunesse à rester sur place. Parce que j'ai eu un partenaire chinois qui me disait une fois que l'Afrique est un continent d'opportunités, plus que les autres continents. Mais les Africains voient le phénomène contraire. Ils pensent que l'Eldorado est ailleurs. Dans les 10-15 années à venir, l'Afrique sera le continent le plus attractif. Des gens vont migrer de l'Europe vers l'Afrique. Voilà. Et il y a un mentor que je suis, M. Claudel Noubissé, qui dit, lui, il emploie des Occidentaux dans son start-up au Cameroun. C'est pour dire que tout est possible. Voilà, il suffit d'y croire et de mettre les initiatives. Et en dehors de ces coachs en développement personnel-là, nous voyons aussi des promoteurs qui accompagnent la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Vous présentez votre projet et tout ça, ce sont des initiatives qui permettront de réduire ces phénomènes d'immigration et donc de réduire la mortalité sur la jeunesse. Alors, en écrivant très tôt dans la tombe, quelles sont vos attentes? Ok, premièrement, en tant qu'écrivain, quand tu écris ton livre, la première attente, c'est donc la couverture, que le plus de personnes puissent découvrir le contenu de ce livre. Et comment faire pour découvrir ce contenu du livre? C'est d'abord de le payer. Voilà. Et où est-ce que vous pouvez le payer? Le livre est disponible au niveau de la radio Savane FM, Savane Média. Vous pouvez voir ça aussi à la librairie Diafa, la librairie Jeunesse d'Afrique, librairie Harmattan Burkina, et avec moi-même l'auteur que vous pouvez contacter pour avoir. D'accord, on a les numéros affichés, après on redonnera. Et donc, il coûte combien ce livre? Le livre coûte 10 000 francs et il comporte 14 chapitres sur 221 pages. Oui, 14 chapitres. Alors, je vais lire quand même le résumé du livre pour les téléspectateurs. Alors, la jeunesse, cette période de la vie où l'on est censé fleurir, découvrir le monde et se forger une identité est souvent perçue comme une phase d'insouciance et de potentiel infini. Pourtant, dans notre société contemporaine, ce tableau idyllique est de plus en plus entaché par une réalité sombre et troublante. Les jeunes meurent plus tôt et dans des circonstances souvent tragiques. L'objectif de ce livre est de jeter un éclairage sur les causes sous-jacentes de cette tragédie moderne. Nous ne cherchons pas seulement à identifier les facteurs évidents et souvent discutés, tels que la violence, les accidents de la route ou les maladies, mais nous plongerons également dans des dimensions plus susceptibles et insidieuses de ce problème. Enfin, nous ne pouvons ignorer la quête désespérée de l'argent qui caractérise notre époque. Dans notre société où la richesse est souvent synonyme de succès et de bonheur, beaucoup de jeunes sont prêts à tout pour atteindre cet objectif, même à recourir à des moyens frauduleux ou mystiques. Cette recherche effrénée de gains matériels peut mener à des pratiques dangereuses et illégales mettant en péril non seulement leur intégrité physique et morale, mais aussi leur vie. Alors, donc c'est vraiment le résumé. Et on vous invite à vous procurer donc de ce livre pour encore le découvrir, puisque vous avez annoncé tantôt aussi que vous préparez encore d'autres livres. Est-ce qu'on peut avoir une idée des autres livres que vous préparez, au moins le titre et le thème? Oui. Actuellement, je suis en train de travailler sur 3 livres. Ok, en même temps. Mais vous êtes inspiré. En même temps, oui, mais 2 sont déjà finis et un se trouve au niveau de la maison d'édition, l'autre est en cours de lecture et de correction. Voilà, l'autre est en cours d'écriture. Le premier, c'est Les Frères de l'Obscurité. Et Les Frères de l'Obscurité développe le chapitre, un des chapitres du livre traite de l'anatome qui est la richesse frauduleuse et mystique de l'argent. Le deuxième, c'est Les 13 principes fondamentaux pour un succès responsable. Ça, c'est un livre en développement personnel qui traite donc
des éléments qui permettront à un être humain de pouvoir réussir de façon responsable sans passer par les moyens frauduleux. Vous êtes coach également? Non, je ne suis pas coach. Je ne suis Ok. pas coach. Maintenant, le troisième, c'est un roman imaginaire. Un D'accord. roman qu'on a intitulé L'homme seul. Voilà, ce roman est en cours d'écriture et on imagine une situation où une catastrophe va se produire et l'homme se réveille un jour et se retrouve être le seul être vivant, sur Terre. survivant sur Terre. Mais vous Et- me rappelez certains films là Ouais. que... Voilà, ça rappelle J'ai certains vu. films. Et maintenant, étant seul sur cette terre, quels sont les éléments à réunir pour pouvoir suivre? Parce qu'on dit par exemple, la nourriture est servie à table. C'est tout un processus qui nécessite des milliers de personnes. Étant seul, comment tu vas réussir à réunir tous ces éléments-là pour mettre la nourriture sur la table? La solitude, allant jusqu'à la maladie et autres. Ah oui. Et on dans a ce hâte. scénario, au bout de 30 jours, le gars n'a pas survécu, il ne peut pas survivre. Ah oui. D'accord. Bon, on a hâte que vous puissiez finir ça et revenir sur ce plateau pour qu'on découvre encore ces autres livres en création. En attendant, on vous recommande donc Très tôt dans la tombe by Joël Ouedraogo, donc auteur de ce livre-là. Il coûte 10 000 francs, vous avez dit. Oui, 10 000 francs, disponible c'est à vrai. Savane, disponible dans des librairies également. Les librairies comme Diarfa, Armadan Burkina, Jeunesse d'Afrique. On affiche les contacts de Monsieur Ouedraogo pour tous ceux qui veulent aussi entrer en contact avec l'auteur. Voilà, les contacts sont affichés. Je pense que vous avez 3 numéros sur l'affiche et puis vous avez la possibilité de contacter l'auteur. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Bon, on va à vous. encore Merci bien, au merci livre. bien. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Il est bien installé sur ce plateau, Honoré Onadja. Bonjour Honoré. Bonjour à toi et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et tu le sais, aujourd'hui nous sommes vendredi. Alors nous souhaitons un bon Juma Moubarak à l'endroit de nos frères et sœurs musulmans. Que le bon Dieu agrée nos différents vœux et surtout qu'il nous permette tout un chacun de nous d'être des acteurs de paix, contribuer pour le retour de la paix car nous en avons besoin ici au Burkina Faso. Amen. Merci beaucoup Honoré. Et à présent, on va passer au rendez-vous du week-end. On débute avec des films au programme au Nerwaya et au Burkina. Tout à fait, du côté du ciné Nerwaya, c'est le film Djougou, ou entre parenthèses, voilà, on peut le retranscrire un peu en français, Le mal de l'ombre. Voilà, c'est ce film-là de Omar Dayon que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Dans ce film, vous allez retrouver des acteurs tels Isaka Savadogo, vous allez retrouver des actrices comme Rianata Zongo et également Viviane Zongo. C'est ce film-là qui a commencé son bonhomme de chemin depuis le 11 et qui voilà, se poursuit du côté du ciné Nerwaya, ce jusqu'au 17 pour le bonheur de ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi. Nous allons vous demander en tout cas de vous déplacer aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. 2500 francs en tout cas, voilà, ou 2000 francs, voilà, pour soutenir en tout cas, voilà, toutes ces personnes-là qui œuvrent pour l'avancée du 7e art, mais également, voilà, pour repartir à la maison avec une leçon, parce que quoi que l'on dise, quand on suit un film, en tout cas, une leçon qui se dégage à la fin du film. Donc nous allons vous demander en tout cas d'aller suivre ce film. Du côté du ciné Burkina, c'est le film Raoudo, un film de Sylvain Nikema. C'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Alors c'est un film que l'on recommande à plus d'une personne, parce que quoi que l'on dise, voilà, pour ceux-là qui ne comprennent pas mourir, quand on entend parler de Raoudo, ça veut dire tout simplement courage. Alors nous en avons besoin présentement, vu le contexte sécuritaire dans lequel nous sommes. Alors pourquoi voilà, décider d'avoir baptisé le film Courage? C'est ce que nous vous demandons de venir découvrir du côté du ciné Burkina. Je précise que les séances c'est 18h30, 20h30 et 22h30 et Raoudo continue son bonhomme de chemin jusqu'au 17 pour dire que vous avez jusqu'à dimanche en tout cas pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi. Du côté du ciné Burkina, vous pouvez le suivre et je rappelle que le prix d'entrée c'est 2000 et 2500 francs. D'accord. Alors, Honoré, on revient à la maison pour le programme, bien sûr, de Savane. Alors, pour le programme de Savane, c'est déjà à partir de 11h, votre émission 100 minutes et cadeau du jour. Cadeau du jour, voilà, un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse. Nous allons vous demander de deviner une somme. Et si toutefois, vous nous donnez la réponse exacte, on vous récompensera parce qu'un partenaire a décidé de nous accompagner tout au long de cette émission. Et c'est l'occasion pour nous, je profite
profite, voilà, pour dire merci à notre partenaire qui nous accompagne et demander à nos téléspectateurs, en tout cas, de participer à l'émission. Multipliez vos chances, hein, vous pouvez participer à l'émission autant de fois que possible pour vous rapprocher encore plus de la bonne proposition. Le numéro, c'est le 02 21 02 02 et le rendez-vous, c'est à partir de 11h. Et pour demain, à partir de 8h, vous aurez votre émission d'information, voilà, sur l'ensemble du média, à la télé comme à la radio. Et demain, nous allons recevoir le cadre Paul Nabassanam de Rissiam, qui est le PDG de la société Wenpanga, qui est spécialisée dans la collecte de ferraille. C'est avec ce dernier qu'on va s'entretenir et nous allons vous partager différentes informations, bien sûr avec le directeur de l'info, qui n'est autre que Ismaël Rabo. Alors, nous allons vous demander de suivre ces émissions et à la télé comme à la radio. La rétrospective du Sonré à la télé, c'est pour le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Pour la rétrospective de Sonré, quant à elle, du côté bien sûr de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Vous le savez, tout au long de la semaine, le PDG himself partage des pensées et des proverbes. Le maestro, le capitaine Rasmane Nikema se fera le plaisir en tout cas de vous présenter la rétrospective des pensées et surtout des proverbes partagés par le PDG le samedi et le dimanche du côté bien sûr de Savane TV. Pour vous dire que comme on l'a souhaité, on le dit toujours, nous avons décidé d'être la puissance de la communication. Vaille que vaille, nous allons relever ce défi et toujours nous rapprocher plus de vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Honoré, on va te raccompagner avec ce élément. Retour sur ce plateau, cette fois-ci nous allons repartir pour découvrir le musée de l'eau de Moutili dans le village de Kwanda, puisque nous sommes installés là-bas pour vous faire découvrir le musée de l'eau. C'est un site qu'il faut découvrir parce que c'est un site qui met en exergue l'aspect matériel et immatériel en lien avec l'eau. Il faut rappeler que le musée de l'eau a pour promoteur M. Alassane Samoura. Donc on va l'écouter sur ce musée et on revient. Au niveau du Burkina, on n'a pas de grands bassins versants qui retiennent les quantités d'eau énormes qui tombent. Et ça coule sur d'autres pays et c'est dommage pour notre pays. Et c'est un peu ça la difficulté. Le musée de l'eau n'est pas un musée privé, c'est un musée associatif, beaucoup plus dans sa forme d'association. Elle travaille à ce que l'eau soit perçue comme une forme communautaire de gestion intégrée au niveau des populations. Donc c'est un musée associatif. Donc d'abord c'est parti d'une idée personnelle, mais nous sommes allés sur la base associative pour nous donner un peu plus de chance d'étendre un peu notre réseautage avec d'autres personnes ou d'autres musées. Et c'est pour ça que le musée existe. Alors le musée, j'allais dire qu'il est plein de difficultés. La première difficulté que nous avons, c'est les questions du financement. Nous n'avons pas de financement, c'est extrêmement difficile pour nous. Avant, on avait même des visites, mais malheureusement, avec les deux situations qu'on a connues, le terrorisme et la Covid, ça a diminué un peu nos visiteurs. Et ça fait qu'on n'a pas un taux de fréquentation très élevé, mais quand même on en reçoit. On en reçoit de temps en temps, surtout les week-ends. Il y a beaucoup de familles qui viennent nous rendre visite au niveau du musée. Donc la première difficulté, c'est la difficulté financière. On n'a pas de mobilisation de ressources financières. La deuxième difficulté qu'on a, c'est notre espace qui est convoité par des personnes qui sont rentrées dedans et qui nous ont découpé 2 hectares sur lesquels nous sommes en train de... Nous querellons actuellement en justice pour cette question. Et ils sont venus nous prendre 2 hectares sans motif, j'allais dire avec des papiers qui ne s'y est pas. Et nous pensons que nous allons combattre cette action-là. C'est d'abord un patrimoine culturel. Et si des gens viennent pour en couper de l'espace avec la bénédiction des services de l'environnement de Samba pour dépecer des espaces ici, et des arbres de plus de 10 ans, de 15 ans pour les revendre à des gens et occuper l'espace pour morceler et vendre à des immobiliers, moi je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on voit de près, quoi. Donc on ne peut pas donner raison à des gens qui pensent que la vente des parcelles, c'est le sport le plus favorisé qui permet d'avoir de l'argent. La culture est au-dessus de toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'il faut
dénoncer et c'est ça qu'il faut combattre. Nous avons depuis octobre confronté à ce genre de problème et nous n'allons pas baisser les bras parce que nous allons continuer à mettre le combat, même si ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous allons mener le combat parce que c'est le combat qui va d'être mené. Les doléances qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment que au niveau du peuple burkinabé, qu'on comprenne que ce musée, c'est d'abord un musée du Burkina Faso. C'est le seul musée qu'on a de l'eau en Afrique, à plus celui du musée du roi du Maroc. Nous sommes les premiers dans la sous-région, même en Afrique. Nous avons besoin que les gens aient un regard attentif sur le musée. Regard attentif, ça veut dire quoi? C'est d'intéresser, c'est d'apporter leur contribution. Qui pour une citation, qui pour un bidon d'eau, qui pour, bon, je sais pas, pour un objet en rapport avec l'eau, c'est toujours une contribution énorme. Donc le musée, c'est ça. Il faut qu'on fasse de ce musée un patrimoine national. C'est ça le plus important pour nous, qu'on comprenne que ce n'est pas un musée d'un individu ou d'une seule association, c'est d'abord un musée national, un patrimoine national burkinabé que nous devons porter tous vers la culture du donner et du recevoir. Voilà un peu ce que j'ai comme message à donner à mes compatriotes, aux décideurs, aux hommes de culture, parce que c'est important qu'on se batte pour que ce musée puisse rayonner. Le musée est situé à Moutili, dans un quartier qu'on appelle Moutili, dans le village de Kouada, non loin de la grande voie de contournement, qui est en train d'être faite. Et les conditions d'accès, nous sommes ouverts tous les jours, mais généralement nous sommes ouverts aussi à la demande. Et les conditions d'accès, c'est que les gens peuvent venir. Nous ne sommes pas sur des questions de tickets d'entrée, ce n'est pas le plus important pour nous. Parce que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre ensemble et qu'est-ce qu'on peut développer ensemble. Et souvent, ces contacts-là sont plus importants que le prix d'un billet d'entrée au musée. Quand on a un visiteur qui, après, peut nous faire des contacts pour nous permettre de faire des levées de fonds ou bien entériner certains projets, je pense que ça, c'est plus important que les tickets d'entrée, quoi. Et puis, bon, les tickets d'entrée, vous savez que les musées, ce n'est pas ça qui va faire grandir un musée. Hein. C'est un peu une goutte d'eau dans la mer. Donc, musée ouvert à tout le monde, parce que c'est un musée de l'eau, c'est le musée de la vie. Et comme tout le monde boit de l'eau, nous invitons tout le monde à venir visiter le musée et apporter le musée. Merci à M. Alassane Samoura, promoteur du musée de l'eau de Moutili, pour ce témoignage concernant ce musée de l'eau. Nous, on va se le dire à lundi. Merci puisqu'on s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite un excellent week-end. Mais avant, on dit merci bien sûr à toute l'équipe derrière qui a travaillé cette semaine pour l'émission. Donc, je dis merci à Michael Yamego à la réalisation, Joseph Kaboré au son. On dit merci aussi à Laura du la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Allez, portez-vous bien et bon week-end. Cuisse.